Merci à la présidence, merci Madame Kimerlin, merci Monsieur Rondard et merci aux organisateurs du colloque de m'avoir invité. Donc en qualité aujourd'hui, mais ça aurait été différent la semaine prochaine, puisque mon contrat à la commission arrive à sa fin, donc je redeviens simple magistrat administratif à compter de la semaine prochaine. Mais c'est en qualité aujourd'hui d'expert détaché auprès de la commission que vous m'avez demandé de présenter à la fois la conclusion du colloque et aussi quelques perspectives pour le droit d'asile. Évidemment, c'est un exercice très difficile, d'autant qu'on est actuellement à la fois dans l'Union européenne et en France sur le temps des discussions, avec des propositions qui sont ce qu'elles sont pour l'instant, mais qui évoluent, dont on ne connaît pas encore toute la teneur. Mais il me semble important, pour savoir où l'on va, d'abord d'où l'on vient, et en particulier quel est l'acquis aujourd'hui en matière d'asile au niveau de l'Union européenne. Les directives que l'on connaît tous, la directive qualification, dont on nous a dit aujourd'hui, d'ailleurs, Monsieur Tiberghien est parti, mais qu'elle n'était pas légitime. J'ai entendu ça. Mais pour autant, on a entendu Monsieur Bellarsen et Madame Declercq en parler longuement sur le fondement de la jurisprudence qu'avait développée la Cour. Donc c'est intéressant de voir qu'un texte considéré comme non légitime a quand même donné lieu à une jurisprudence nourrie. La directive accueil, la directive procédure, le règlement Eurodac, Dublin. Et puis dans l'acquis, il faut placer maintenant aussi la directive de 2001 sur la protection temporaire qui a été activée cette année au bénéfice des Ukrainiens. Intéressant de voir protection temporaire, c'est exactement ce que vous soulignez, Monsieur Krulik, et la première table ronde, avec l'idée qu'on est sur quelque chose de provisoire, donc ce n'est pas la peine de faire quelque chose de trop permanent. Tout ça va s'arranger. La protection temporaire, on en a pour 1 an, 2 ans, mais bon, on peut aller jusqu'à 3 ans, ce sera le maximum qu'on pourra faire sous l'empire de la directive actuelle. On ne pourra pas aller au-delà. Malgré tout, ces textes, cette prolifération de textes qui sont transposés en droit interne, la Commission européenne a estimé qu'il y avait trop de divergences d'application et une nécessité d'harmonisation plus grande encore. Trop de divergences d'application, par exemple sur les délais en matière de saisine d'une juridiction. 30 jours en France, 1 mois ou 5 jours en Belgique, si je ne me trompe pas, 3 semaines en Suède, entre 2 semaines et 1 semaine en Allemagne. Donc, pour lutter contre ces divergences, pour éviter ce qui est vu comme un facteur de mouvement secondaire des migrants passant d'un pays à un autre, puisqu'ils estimeraient qu'il y aurait des avantages supérieurs à être en France plutôt que de demander l'asile en Suède ou demander l'asile en Grèce, ce qu'on appelle l'asylum shopping, la course à l'asile. Et puisque, comme le dit la Commission européenne en 2020, dans son communiqué de presse sur le nouveau pacte, le système ne fonctionne plus, il semble nécessaire donc de donner un nouvel élan, de se doter d'un nouveau pacte, c'est le terme qui a été retenu, qui a une approche globale, qui n'est pas limitée au droit d'asile, mais qui a une approche globale de la migration. Un nouveau pacte qui est en cours de discussion, dont l'objectif est d'être adopté avant la fin de la mandature du Parlement et donc de la Commission au printemps 2024, et un nouveau pacte qui réforme les directives procédure accueil pour en faire des règlements, prévoit également un règlement sur la gestion de la migration, la relocalisation, la gestion des crises, une nouvelle agence, EASO, qui s'intitule désormais l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, et un pacte qui a l'idée d'assurer une continuité entre toutes les étapes de la migration, à partir de la demande de protection jusqu'au retour effectif de l'étranger dans son pays d'origine. Que retenir de ces projets à la lumière des développements qu'on a entendus aujourd'hui sur la question de savoir s'il s'agit davantage de protéger les individus, de protéger les sociétés, indéniablement que l'on est dans une poursuite du glissement constaté d'une protection des individus vers la protection des sociétés. Glissement, c'était le terme qui avait été utilisé par le président Buffet. On a entendu parler de recul également du président Gavaudan ou d'effritement de M. Tiberghien sur ces mêmes questions. 2 éléments essentiels, je serai assez rapide sur ce pacte-là. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais 2 éléments essentiels en matière d'asile, me semble-t-il. Le filtrage à l'entrée, qui d'ailleurs ne concerne pas que les demandeurs d'asile, ce qu'on appelle le screening, aussi en anglais, et
la nouvelle procédure d'asile à la frontière telle qu'elle est prévue dans les projets du règlement procédure de 2016, refondu légèrement en 2020 et actuellement en cours de discussion. D'abord, sur le filtrage à l'entrée, c'est la problématique de l'accès au territoire du demandeur d'asile pour pouvoir demander effectivement la protection, la problématique que nous a rappelé notamment M. Artini, et qui ici vise, pour l'Union européenne, à soumettre à un contrôle d'identité, de sécurité et de santé l'ensemble des personnes qui se présenteraient à un point de passage de manière irrégulière, sans être titulaires d'un droit de franchir cette frontière, ou les personnes qui seraient débarquées à la suite d'une opération de recherche et de sauvetage, ou bien même les personnes qui auraient échappé à ces contrôles, soit parce qu'ils n'existaient pas, soit parce qu'elles auraient réussi à y échapper, et qui seraient appréhendées sur le territoire des États membres. Toutes ces personnes-là feraient l'objet d'un filtrage à l'entrée, c'est la proposition de la Commission européenne dans le règlement filtrage, dans un délai compris entre 5 et 3 jours, et qui permettrait, à l'issue de ce délai, de s'assurer que la personne ne représente pas une menace pour l'ordre public et l'orienter immédiatement vers la bonne procédure. La bonne procédure, c'est, pour une personne qui ne demanderait pas l'asile, la procédure de retour, immédiatement, sans qu'elle ait même eu, à un moment donné, le droit d'entrer sur le territoire, puisqu'on est précisément sur une parenthèse où on permet à une personne de demander ou de faire valoir ses demandes de protection sans lui accorder pour autant le droit de rentrer sur le territoire. Elle a simplement le droit de se maintenir sur le territoire. Donc procédure de retour, cas très simple qui ne nous intéressera pas, ou bien procédure d'asile, et là on peut aller vers des procédures normales ou bien des procédures accélérées ou une procédure à la frontière. Il y a également une dimension de solidarité qui est derrière, qui est comprise dans ce règlement, puisqu'on envisage également la possibilité que cette personne soit relocalisée au profit d'un autre État qui en tirerait un certain nombre d'avantages, plutôt que la demande soit examinée par l'État de première ligne, l'Italie, Malte, Chypre, la Grèce en particulier. Et pendant ce temps de 5 à 3 jours, la personne serait maintenue à la disposition des autorités, éventuellement placée en rétention. Ce point est laissé à l'appréciation des États membres et, je le redis, ne se verrait pas reconnaître un droit d'entrée en France, mais simplement un droit au maintien, le temps de l'examen de sa demande de protection internationale. Sa demande de protection internationale se verrait également considérablement accélérée sous l'empire du nouveau pacte, en particulier puisque serait créée une procédure d'asile à la frontière qui aurait un délai maximal d'examen de 12 semaines, à l'issue duquel une décision devrait être rendue en matière d'admission à la protection ou non, et au-delà duquel, si rien n'est fait, en cas de carence des autorités de l'asile, à ce moment-là, la personne se verrait reconnaître par défaut le droit à ce moment-là d'entrer sur le territoire. Cette procédure d'asile à la frontière concerne énormément de personnes. Elle concerne non seulement les demandes qui sont estimées comme clairement abusives, les demandes présentées par des demandeurs qui présenteraient une menace pour la sécurité publique, mais aussi, c'est un point fondamental, les demandes qui auraient peu de chances de prospérer. Et notamment, il y a ici un critère très strict qui est fixé, puisque les personnes originaires d'un pays dont le taux de protection est inférieur à 20% sur l'ensemble du territoire des États membres seraient soumis à cette procédure de reconduite, mais d'asile à la frontière. Les personnes, des demandeurs d'asile qui viennent de pays dont le taux de reconnaissance, asile, Convention de Genève et protection subsidiaire confondus, est inférieur à 20%, ça représente plus de la moitié des demandeurs d'asile en 2018. Donc c'est considérable, et en termes de procédures, et notamment de procédures contentieuses, ça a un impact très fort, puisque en cas de rejet de cette demande d'asile, le règlement procédure impose systématiquement l'adoption concomitante, et même dans un même acte, d'une décision de retour. Et donc on n'a plus ce délai où on a un rejet de la demande d'asile, et un peu plus tard, on verrait éventuellement une décision de retour qui serait prise. Ici, le règlement est très,
très strict, il impose concomitamment les deux décisions qui font l'objet d'une procédure juridictionnelle identique devant la même juridiction, suivant la même procédure et dans le même délai de recours. Ça voudrait dire que demain, la Cour nationale du droit d'asile deviendrait non seulement juge de l'asile, mais également juge du retour, puisque ces deux décisions seraient mélangées en une seule. Et donc on aboutirait à un système un peu similaire au système belge, où on a une juridiction spécialisée qui connaît à la fois de demandes d'asile et du retour. Un délai de recours qui est même fixé par la proposition de règlement entre 2 semaines et 2 mois. Il y a un maximum, il y a également un minimum de 2 semaines. Voilà, et un seul niveau de recours. Pas de deuxième niveau de recours. Il y a certains États membres encore qui ont 2 niveaux de recours. Là, ce serait clairement fixé par le règlement. Les États membres seraient en infraction avec le droit de l'Union s'ils prévoyaient un deuxième niveau de recours, ce qui n'est actuellement pas le cas, puisque actuellement on est encore sur un régime où on a des critères qui peuvent apparaître comme stricts, mais les directives laissent toujours la possibilité aux États membres d'adopter des dispositions qui sont plus favorables. Là, on change de logique puisque tout est dans le règlement et on ne peut que... on n'a plus à transposer le règlement, il est directement applicable et on ne peut pas aller au-delà. Donc voilà un peu la conception actuelle des réformes de l'asile en matière à l'Union européenne, en tout cas telles qu'elles sont défendues par la Commission européenne, qui se voit certainement à juste titre aussi reprocher le fait d'ériger ici une forteresse, l'Europe comme une forteresse qui serait difficile d'accès pour les demandeurs de protection, mais tout en se gardant bien d'aller dans des systèmes qui seraient encore plus extrêmes et qui sont notamment défendus par le Royaume-Uni, qui n'est plus soumis à l'acquis européen, ou bien également le système danois, qui est partiellement soumis au droit européen, en tout cas pas en tant qu'il concerne les affaires d'asile, enfin pas directement, via Schengen, mais pas, disons, sur le règlement procédure, en tout cas. Qui consisterait à externaliser la demande d'asile dans un pays, exemple le Rwanda. Voilà. Ça, ce sont des mouvements nationaux qui ne retrouvent aucun écho et qui sont au contraire condamnés actuellement par le discours politique, en tout cas de la commissaire Johansson, sur les questions d'asile et de migration. La solution qui légèrement en deçà, c'est ce screening et c'est cette procédure d'asile à la frontière. Voilà pour le tableau général. Qu'est-ce qui nous intéresse à la Cour du droit d'asile dans ce tableau-là et en quoi est-ce que la Cour serait impactée? Évidemment, elle serait fortement impactée si était adoptée cette disposition sur une procédure unique en matière d'asile et de retour. Mais j'ai cru comprendre que cette disposition avait en réalité peu de chances d'aboutir, peu de chances d'être adoptée telle qu'elle, donc il n'y a certainement pas de risque immédiat pour la Cour du droit d'asile de se retrouver à la fois juge de l'asile et juge du retour. La Cour du droit d'asile, à vrai dire, dans cet ensemble européen, elle est assez à l'aise, je trouve. Elle s'intègre plutôt bien. D'ailleurs, la procédure d'infraction qui est ouverte en matière d'asile contre la France depuis 2013 porte sur l'accueil et pas sur la procédure, et en particulier pas sur la procédure juridictionnelle. J'ai cherché pour essayer de trouver un peu la petite bête s'il y avait des dispositions ou des pratiques au sein de la Cour du droit d'asile qui iraient à l'encontre de certains principes, de certaines dispositions du règlement procédure. J'en ai pas trouvé. J'ai peut-être trouvé une jurisprudence qui pourrait sembler un peu incompatible en ce sens qu'elle, sur la compétence consultative, n'impose pas à l'État de prévoir, enfin de mentionner les voies et délais de recours d'une semaine, alors que cette décision une décision d'expulsion d'un réfugié qui peut demander à la fois son annulation, mais également devant la CNDA un avis sur cette décision. Cette décision est une décision de retour et qui, comme toute décision de retour, me semble devoir être soumise aux formes prévues par la directive retour et en particulier de devoir mentionner les voies et délais de recours. La collégialité, elle n'est pas garantie au niveau européen, donc y renoncer, ce n'est pas entrer en infraction.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire mieux pour défendre ce bien précieux, je reprends l'expression du président Gavaudan, qui est la Cour du droit d'asile, sans doute de continuer les échanges avec les homologues européens, puisqu'on est amené à faire le même travail par-delà nos frontières. Apprécier le degré de violence en Belgique pour un conflit armé au milieu de l'Afrique et le faire en France, ça requiert exactement les mêmes outils. Et donc, lorsque, par exemple, le juge de la Cour du droit d'asile va mettre en application l'arrêt El Ghafaji, que vous avez rappelé, monsieur le vice-président, non seulement il pourrait s'inspirer de ce que fait l'EASO et les informations sur les pays d'origine, mais pourquoi pas, il pourrait également s'inspirer de ce que font les homologues dans d'autres États de l'Union sur les mêmes conflits. Et puis maintenir la qualité qui est celle de la Cour du droit d'asile et qui fait son identité certainement depuis 70 ans, continuer de prendre le droit d'asile au sérieux, défendre notre fierté. C'était le mot du président Tabuteau, du vice-président Tabuteau, la fierté qu'est notre Cour du droit d'asile. Sans doute en réfléchissant, me semble-t-il, à la place que doit revêtir la collégialité au sein de cette Cour, qui me semble être une caractéristique fondamentale. Et puisque les 70 ans sont la date anniversaire d'un grand âge et d'une grande sagesse, je reprendrai une des conclusions qui a été dite par monsieur le professeur Nathan, qui nous a fait preuve d'une très grande sagesse aussi dans ses propos, qui était de dire « Je ne suis jamais seul dans une consultation, c'est la moindre des politesses ». Et moi, ça a fait écho tout à fait avec ce qu'on peut faire à la Cour du droit d'asile lorsqu'on se retrouve plutôt qu'à un seul juge, à 3 juges à écouter le récit d'un demandeur d'asile. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour ces conclusions qui étaient à la fois très informatives avec des projets et puis c'est toujours un exercice de maestria remarquable que d'arriver à synthétiser surtout une journée aussi riche dans les thèmes qui ont été évoqués. Et je remercie une fois encore tous les participants de cette journée parce que je trouve que ça a été d'une richesse à la fois juridique, à la fois historique, à la fois en termes de perspective européenne, tout à fait remarquable. Merci à vous. Ah, il y a une question. Oui, en fait, on a reçu une observation plutôt de l'auditorium de la part d'une rapporteure qui fait plutôt écho à la première table ronde de l'après-midi. Donc, je vous lis. La CNDA ne prend pas non plus toujours sa part. En particulier, la jurisprudence actuelle est très restrictive concernant les Afghans, au nom de l'adage selon lequel l'asile n'est pas universel. Or, il ne s'agit pas de donner l'asile à tous les demandeurs d'asile, mais aux Afghans dans un contexte très particulier, marqué par la prise du pouvoir par les talibans. Les sources publiques d'information soulignent en effet les risques en cas de recours en Afghanistan de la part du régime taliban, percevant les Afghans ayant fui en Europe occidentale comme des traîtres ou comme contrevenants aux mœurs culturelles et religieuses en vigueur. Voilà, je vous fais part de cette observation. Ça faisait écho donc à l'intervention du professeur Héran. Voilà, tout à fait. Très bien, en tout cas, merci à tous. Et bonne soirée. Donc, enfin, bonne soirée. On a encore un petit moment ensemble de convivialité.